Bonjour, nous allons donc parler du très fameux principe de précaution. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une précaution? Qu'est-ce que c'est que prendre ces précautions? Je crois qu'il faut faire attention de ne pas confondre la précaution avec, d'une part, la prévention et avec, d'autre part, l'évitement du danger. Prendre ces précautions, c'est une forme de prudence face à un danger possible. Quelle différence y a-t-il donc entre la précaution et la prévention? La différence est la suivante, me semble-t-il, c'est que la prévention se dit face à un danger réel, avéré, qu'on est même souvent capable de calculer exactement. Par exemple, s'agissant de la vitesse ou de l'alcool au volant, personne ne parlera du principe de précaution. Parce que le risque que font courir la vitesse ou l'alcool au volant, il est parfaitement réel, parfaitement avéré, et on peut même le calculer assez exactement, au moins d'un point de vue statistique. Ça n'est pas précaution, c'est prévention. Alors qu'à l'inverse, s'agissant des OGM par exemple, où le risque est certes possible, mais beaucoup moins bien avéré, beaucoup moins facile à calculer, alors là, on parle en effet de précaution plutôt que de prévention. La prévention, c'est face à un risque réel, avéré, mesuré. La précaution, c'est face à un risque seulement possible et souvent impossible à calculer exactement. Attention, d'autre part, de ne pas confondre la précaution et l'évitement du danger. Imaginez par exemple que je vous dise, en matière d'alpinisme, je prends mes précautions. J'ai choisi la plaine. En matière de sexualité, je prends mes précautions. J'ai choisi la chasteté. Vous me diriez, mais attends, c'est plus des précautions que tu prends, simplement, c'est une fuite, tu évites le danger, mais ça ne relève pas de la précaution. Autrement dit, la précaution, ça n'est pas forcément éviter le risque. C'est tout faire pour le limiter le plus possible. Par exemple, s'agissant de l'alpinisme, vous allez vérifier votre équipement, vous allez prendre les conseils d'un guide professionnel, vous allez vous informer sur la météo. Mais quand bien même vous aurez pris toutes vos précautions, l'alpinisme restera plus dangereux que le tennis de table. Mais c'est normal, ça n'est pas violer le principe de précaution que de faire de l'alpinisme. Et même chose en matière de sexualité, si vous ne voulez pas faire d'enfant, prendre vos précautions, c'est choisir un moyen contraceptif efficace. Si vous voulez avoir des partenaires multiples, prendre vos précautions, c'est vous protéger et protéger l'autre, par exemple en utilisant un préservatif. Ça n'est pas supprimer le risque, comme serait la plaine pour l'alpinisme ou la chasteté pour la sexualité, c'est assumer le risque, mais le limiter le plus possible, tout en maintenant l'activité en question. Mon ami Jean-Pierre Dupuis me disait un jour que la précaution, c'est la prudence en situation d'incertitude. Et je crois que c'est une très belle définition. La prudence la précaution, c'est la prudence en situation d'incertitude, mais il faut rappeler que la prudence, l'une des 4 vertus cardinales de l'Antiquité, pour Aristote, c'est une vertu intellectuelle. Ça veut dire qu'elle ne fixe pas les fins de l'action, elle choisit simplement les moyens. Par exemple, faut-il faire plutôt de l'alpinisme ou du ping-pong? La prudence n'a rien à dire, l'intelligence n'a rien à dire. Ça ne relève pas de l'intelligence, ça relève du désir. Mais si tu choisis l'alpinisme, alors prends tes précautions. Et là, la prudence comme vertu intellectuelle vous poussera à choisir les moyens les plus sûrs pour pratiquer l'alpinisme, qui restera malgré tout plus dangereux que le tennis de table. Venons-en maintenant à ce très fameux principe de précaution dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée. Moi, la première chose qui me frappe, s'agissant de ce principe de précaution, c'est que tout le monde en parle. Tout le monde en parle et pratiquement personne ne l'énonce. C'est très curieux parce que l'avantage d'un principe, justement, c'est que c'est facile à énoncer. Ça tient en une phrase. Par exemple, principe de causalité, tout fait a une cause. Et dans les mêmes conditions, la même cause produit les mêmes effets. Principe de non-contradiction, 2 propositions contradictoires ne peuvent pas être vraies toutes les 2. Principe du tiers exclu, 2 propositions contradictoires ne peuvent pas être fausses toutes les 2. C'est simple un principe, ça tient en une phrase un principe. Sauf que le principe de précaution, tout le monde en parle, mais personne ne l'énonce, au point qu'on peut se demander parfois de quoi il s'agit exactement.
Alors quand on y regarde d'un peu plus près, comme je l'ai fait, on découvre assez vite qu'au fond, ce principe de précaution relève de deux formulations possibles. Je dirais volontiers une bonne, une mauvaise. Le problème, c'est que celle qui règne dans la tête des gens, y compris des journalistes, y compris souvent des hommes politiques, c'est la mauvaise. Et donc je vais commencer bien sûr par la mauvaise. Cette formulation qui est la plus répandue dans la tête des gens peut en gros s'énoncer ainsi. Ne faisons rien qui présente un risque que nous ne sommes pas capables de calculer exactement, ni certains de pouvoir surmonter. Ne faisons rien qui présente un risque que nous ne sommes pas capables de calculer exactement, ni certains de pouvoir surmonter. Et au fond, ça semble tout à fait raisonnable. Ça relève de la prudence, presque du bon sens. Sauf que ça veut dire concrètement, dans le doute, abstiens-toi. Et comme en pratique, il y a toujours un doute, puisque le risque zéro n'existe pas, ce qui là, pour le coup, est assurément vrai. Dès lors qu'il y a toujours un doute, si on dit dans le doute, abstiens-toi, ça veut dire qu'on s'abstiendra toujours. Et le principe de précaution devient un principe d'inhibition, qui finit par décourager toute recherche, toute innovation un peu audacieuse. Imaginez que cette formulation du principe de précaution, dans le doute, abstiens-toi, est régnée du temps de Pasteur. Mais on n'aurait jamais eu le vaccin contre la rage. Il y avait un doute. Pasteur prenait un risque qu'il n'était pas capable de calculer exactement, qu'il n'était pas certain de pouvoir surmonter. Il peut y avoir des morts. Et oui, mais il a pris ce risque. Et que quelqu'un aujourd'hui regrette l'existence du vaccin contre la rage et de tant d'autres vaccins qui sauvent des millions de vies chaque année. Ça vaut aussi d'ailleurs pour le vaccin anti-Covid. Il y a un risque que personne n'est capable de calculer exactement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer au vaccin anti-Covid, laisser mourir des millions de gens qu'on pourrait sauver et faire le jeu par là même des anti-vax et autres obscurantistes? Évidemment pas. Vous savez, il m'arrive d'imaginer un débat au fin fond du Paléolithique, il y a 100 000 ans, quelque part en Afrique. Il y a une espèce d'apprenti sorcier ou de bricoleur surdoué qui est en train de bricoler avec des bouts de bois, des silex. Il essaye de faire du feu. Et à côté de lui, il y a un sage écologiste avant l'heure qui lui dit « Oh là là, mais t'es fou! Le feu, c'est dangereux! Il y a un risque, on n'est pas capable de le calculer exactement. On n'est pas certain de pouvoir le surmonter. Il y aura peut-être des milliers de morts. » Il y a eu des millions de morts. Mais personne ne regrette qu'on ait appris à faire du feu et à le maîtriser. Ou bien un autre débat vers la fin du XVIIe siècle, quelque part en Europe. Il y a un bricoleur surdoué, un apprenti sorcier qui bricole avec des pistons, des bassines d'eau, du charbon, du feu. Il essaye d'inventer la machine à vapeur. Et à côté de lui, il y a un sage écologiste avant l'heure qui dit « Oh là là, mais la machine à vapeur, t'es fou, c'est dangereux !» Il y a un risque, tu n'es pas capable de le calculer exactement, tu n'es pas certain de pouvoir le surmonter. Il y aura peut-être des milliers de morts. Il y a eu des millions de morts. Mais on a fait la révolution industrielle et je ne sache pas que nous soyons nombreux à le regretter. Bref, si on accepte d'entrer dans cette logique, non pas de la précaution, mais de l'évitement du danger, de la peur du risque et de tout risque. Bref, si on applique dans le doute, si on applique le principe dans le doute, abstiens-toi, on est voué à la paralysie. Et donc à terme à la mort, parce que confronté aux problèmes qui sont les nôtres, la surpopulation, le réchauffement climatique, si on s'interdit tout progrès technologique ou scientifique un peu spectaculaire par peur du risque, alors pour le coup, on est certain, si j'ose dire, en tant que société, en tant que civilisation, d'en souffrir, voire d'y rester. Bref, la peur du risque est un risque qui peut être mortel. Bien, donc je montrais à l'instant qu'il y a une mauvaise formulation du principe de précaution, malheureusement la plus répandue dans la tête des gens, qui revient à dire dans le doute, abstiens-toi. Et comme il y a toujours un doute, on s'abstiendra toujours. Et le principe de précaution devient alors un principe d'inhibition, comme tel mortifère et démobilisateur. Alors est-ce qu'il faut pour autant renoncer à ce principe? Pas forcément. Et même, me semble-t-il, non.
Mais bien sûr, il faut le formuler autrement, de façon d'ailleurs à la fois plus conforme et à la déclaration de Rio en 1992, qui est sa première apparition sur la scène mondiale, si j'ose dire, et conforme aussi au texte de la loi Barnier qu'il institua pour notre pays en 1995. Alors je reviendrai au texte juridique un peu plus tard, mais comme toujours, ils ne sont pas d'une clarté absolue. Voici, quant à moi, la bonne formulation que je propose pour le principe de précaution. N'attendons pas qu'un risque soit certain ou qu'on puisse le calculer exactement pour entreprendre de le réduire ou de le surmonter. Autrement dit, non pas dans le doute, abstiens-toi, mais au contraire, dans le doute, agis. Voilà ce que dit la loi Barnier, votée en France en 1995. L'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Non pas dans le doute, abstiens-toi, mais dans le doute, agis. N'attendons pas d'avoir calculé exactement le risque pour entreprendre de le réduire ou de le surmonter. Et même chose pour la charte de l'environnement, désormais inscrite à tort ou à raison dans notre Constitution. Je ne suis pas convaincu qu'on ait bien fait d'intégrer ce principe de précaution, même bien formulé dans la Constitution. Je crois qu'on abuse souvent des réformes constitutionnelles. Mais enfin bon, c'est fait maintenant. Voilà le texte de la charte de l'environnement qui figure donc dans notre Constitution. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, prudence en situation d'incertitude, lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Et ça rejoint exactement quant au fond la formulation que je proposais. N'attendons pas qu'un risque soit certain ou qu'on puisse le calculer exactement pour entreprendre de le réduire ou de le surmonter. Non pas dans le doute, abstiens-toi, mais encore une fois, dans le doute, agis. Bref, et pour résumer, le principe de précaution bien compris n'est pas un principe d'inhibition, c'est un principe d'action. D'ailleurs, ce qu'on a reproché au docteur Garetta dans l'affaire du sang contaminé, qui est à l'origine en France, par le traumatisme qu'elle a suscité, du débat sur le principe de précaution. Ce qu'on a reproché au docteur Garetta à l'époque, ce n'est pas d'avoir agi, par exemple d'avoir fait ou autorisé des transfusions. Parce qu'à ce compte, ce seraient les témoins de Jéhovah qui auraient raison, qui interdisent toute transfusion. Maintenant, ce qu'on a reproché au docteur Garetta, c'est de n'avoir rien fait quand il a appris que le risque venant des prisons présentait un risque très sensiblement augmenté par rapport au risque venant d'autres sources. On ne lui reproche pas d'avoir agi, on lui reproche de ne pas avoir agi. Il avait une nouvelle information sur un risque, il n'a rien fait. Et je crois que ça en dit long justement sur ce bon usage du principe de précaution. De même, s'agissant des vaccins anti-Covid, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être certain qu'il n'y a aucun risque. Il y a forcément un risque, mais dans tout vaccin, tout acte médical, il y a toujours un risque. On n'a pas besoin d'attendre d'être certain qu'il n'y a aucun risque pour commencer la vaccination. Il faut simplement, et sans attendre, réduire ces risques au maximum. En amont, par les recherches qu'ont fait les laboratoires pharmaceutiques, les scientifiques, pour tester sur l'animal, pour tester sur un échantillon d'êtres humains, etc. Et puis en aval, en organisant un suivi très rigoureux des personnes vaccinées. Si on avait appliqué la première formulation dans le doute, abstiens-toi, on n'aurait jamais eu de vaccin anti-Covid. Nous avons eu en moins d'1 an, par le principe dans le doute, agis, un vaccin anti-Covid. Donc en comparant, comme disait Épicure quand il évoque la prudence, en comparant les avantages et les désavantages. Les vaccins anti-Covid présentent des avantages énormes, des désavantages qui semblent réduits. C'est ce que les médecins appellent le rapport bénéfice-risque. Mais qui dit rapport bénéfice-risque dit qu'il y a un risque, précisément. Et que le progrès suppose parfois qu'on prenne des risques. Alors s'agissant des vaccins anti-Covid, tout indique que les avantages l'emporteront largement. Est-ce que ces vaccins feront des morts? Oui, c'est pas impossible.
c'est même probable, me disent certains médecins, mais beaucoup moins de morts, selon toute vraisemblance, que le virus. Et donc le rapport bénéfice-risque est évidemment à l'avantage des vaccins. Merci à nos scientifiques, donc merci et bravo. Je ferai observer en passant à tous ceux qui nous disent qu'on vit une époque atroce et que l'humanité court à sa perte, qu'on vit une époque formidable. Et que jamais on a inventé des vaccins en un temps si court, et jamais on s'est autant préoccupé d'ailleurs de leur répartition socialement la plus juste possible, en tout cas dans nos pays. Merci à nos scientifiques, donc bravo à eux, et prenons nos précautions. Vaccinons-nous le plus vite possible. Alors un mot en conclusion. On m'objectera que ce principe tel que je l'énonce. N'attendons pas qu'un risque soit certain ou qu'on puisse le calculer exactement pour entreprendre de le réduire ou de le surmonter. Bref, dans le doute agi. Ce principe tel que je l'énonce ne nous dit pas ce qu'il faut faire, par exemple, en matière d'énergie nucléaire ou concernant les OGM. Oui, je suis d'accord, ça ne nous dit pas, mais je ne vois pas une objection. Ce principe ne nous dit pas non plus s'il faut faire de l'alpinisme ou pas. S'il faut faire des enfants ou pas, il y a un risque, ah oui, toujours. S'il faut avoir des partenaires multiples ou pas. Mais c'est qu'un principe de précaution, il peut éclairer une prise de décision. Il ne peut pas en tenir lieu ni en dispenser. Aucun principe ne peut décider à notre place. Et je dirais, mais c'est heureux. C'est le principe même de la liberté à titre individuel et de la démocratie à titre collectif. Le principe de précaution peut éclairer une décision politique, il ne saurait en tenir lieu. C'est où l'on retrouve la prudence, au sens des anciens, la phronésis, la sagesse pratique. C'est où l'on retrouve la prudence, qui n'est pas un principe, mais une vertu. Et la démocratie, qui n'est pas une garantie, mais une exigence.